Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Aujourd'hui, on accueille Michael Gundil, Michael qui est auteur et spécialiste dans le bodybuilding. Il est donc reconnu pour son expertise dans le domaine de la musculation et de la nutrition sportive. Il a écrit de nombreux ouvrages et des articles qui offrent des conseils précis et scientifiquement fondés, faisant de lui une référence incontournable pour les passionnés de la discipline. Dans cet épisode, on va donc parler de musculation, de planification des charges d'entraînement, de longévité, de récupération, de compléments alimentaires aussi, bref, de co-optimiser sa pratique en musculation. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on accueille Michael Gundil. Bonjour Michael. Salut. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, parler un peu de ton parcours, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas? J'ai commencé à faire de la muscu il y a 40 ans et j'ai jamais arrêté depuis, en gros. Ouais. Et puis je me suis toujours passionné pour la muscu non-stop et maintenant c'est devenu, pas d'une passion, c'est devenu mon métier. Les deux sont imbriqués sans que ça se... Enfin, pour l'extérieur, ça peut paraître bizarre, mais c'est... c'est- Donc j'ai essayé de collecter le plus d'informations possible dès le départ et puis au fur et à mesure, je suis monté en niveau pour la collecte d'informations. Maintenant, je passe mes journées à ça, en collecte d'informations, écrire. Et puis, je suis devenu animateur sur les réseaux sociaux pour se faire connaître. Ouais, parce que tu as écrit aussi plusieurs livres. Ouais, enfin, même beaucoup plus que plusieurs, 15 ou 16 ou 17, j'ai perdu le compte. Ok. Les premiers, on se souvient, puis après, Et tu es après aussi on- spécialisé donc dans la musculation. Tu te considères comme bodybuilder? ouais, enfin, après, ça dépend ce que chacun appelle bodybuilder. C'est un mec qui fait du bodybuilding. Donc, mais c'est pas. Tu peux être bodybuilder sans faire de la compétition, par exemple. C'est pas Après, je te dis, ça dépend ce que le mec il dit. Parce qu'il y en a, bodybuilder, c'est forcément, c'est complètement con d'ailleurs, mais Ouais. forcément que tu fais de la compète, mais pas du tout. Ça peut Un être mec juste. qui soulève des poids en fait, pour construire son corps. Voilà, C'est c'est ça. bodybuilder. Voilà. Mm. Et tu es aussi spécialisé dans la nutrition sportive? Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Tu peux pas. Je sais pas comment les gens font pour faire que le volet entraînement sans qu'il y ait le volet nutrition. En parallèle, c'est les deux revers d'une même médaille. L'un ne va pas sans l'autre. Ok. Et du coup, toi, tu as beaucoup analysé, revu des articles scientifiques. Et j'avais donc une première question. Comment tu arrives à équilibrer un peu tous les aspects scientifiques, tout ce que tu peux recueillir de la science avec la pratique et l'expérience que tu as en musculation? En général, je pars à l'envers parce que les mecs, ils regardent l'étude scientifique et puis ils se disent que. Et moi, j'essaye d'expliquer les choses que je constate sur le terrain à l'aide des études scientifiques. Donc, c'est peut-être une démarche inverse, mais un, ça me paraît plus cohérent et deux, ça élimine tous les canards boiteux dans les études et tous les trucs un peu bizarres. J'ai pas d'exemple comme ça a priori, mais des fois, tu lis des trucs, mais tu te dis, mais c'est pas possible que les mecs soient aussi cons, quoi. T'as déjà vu des études scientifiques qui n'avaient aucun Ah, ben, il y en sens? a plein. Il y a des trucs qui sont. Mais enfin, j'ai pas d'exemple là, mais ça va sûrement me revenir, mais il y en a un paquet, ouais. Ah ouais, Non, mais ok. un truc, par exemple, un truc qui est con, c'est de se dire, voilà, je prends 5-6 mecs, je leur fais faire du squat et je regarde quel muscle ça travaille. C'est complètement débile. Parce que les mecs, tu vas 36 mecs, il y en a un grand, il y en a un petit. Comment ils vont pas avoir du tout la même technique de squat à cause de leur morphologie.
Et toi, là-dedans, tu essaies de faire une moyenne d'un mec qui n'existe pas vraiment. Ah Un ouais. truc, un truc scientifique intelligent, c'est de prendre des grands qui ont à peu près la même morphologie, des petits qui ont à peu près la même morphologie. Tu fais travailler les deux groupes, voir comment les muscles des petits qui ont un fémur court, enfin, ils font travailler les muscles quand tu as un fémur court. Comment tes muscles ils travaillent et quels muscles travaillent en priorité quand tu as un fémur long. Et la méthode scientifique serait de comparer les deux pour en tirer des conclusions. Mais les trucs scientifiques complètement cons, c'est tu prends des groupes complètement hétérogènes et tu fais la moyenne de tout ça, puis tu dis voilà comment de faire de l'incliné, ça fait du haut de pec ou ça fait pas de haut de pec. C'est pour ça qu'on a des études. Tu as la même genre d'études qui te dit incliné, ça fait le haut de pec, d'autres, bah, pas vraiment, et puis d'autres, ils disent ça fait pas du tout le haut de pec, quoi. Alors, il n'y a aucune étude qui est vraiment fausse, mais à la base, c'est vérolé, quoi. Et puis même, il faut avoir suffisamment de personnes, surtout parce que 5 personnes. Non, même, tu vas avoir un groupe tellement hétérogène qui correspond à personne, quoi. Tu vas avoir des petits, des grands, tu vas avoir une moyenne de la population, enfin, sauf si tu fais 1,70 m, quoi, ou, tu vois, si tu es dans la moyenne de la population, ça va correspondre à quelques mecs, mais assez peu. Et certainement pas, puisque en général, c'est pas tellement pour les bodybuilders que ça intéresse ce genre d'études, c'est pour le sport, comment pour les sportifs. Et en général, les sportifs sont assez grands par rapport à la moyenne. C'est plus eux que ça intéresserait. D'un autre côté, si tu as besoin d'une étude pour voir que le squat, ça travaille le cul, ou, etc., bon, t'es peut-être pas à un niveau très élevé déjà. Ouais, c'est clair. Donc pour Tu toi, fais un c'est mouvement, en 2 secondes, tu sais à peu près ce que ça te travaille. ouais. Donc pour toi, c'est plus important la pratique et l'expérience plus pratique que théorique, quoi. La théorie, ça Oui, non, vient mais dans le j'aime bien temps. les études aussi, mais toi, je les mets pas au-dessus de tout, quoi. Surtout les études dans la médecine du sport, hein. C'est peut-être le pire du pire, mais Ah ouais, ok. Et toi, avec l'expérience que tu as, est-ce que pour toi, la stagnation, ça existe vraiment ou pas? moi, ça fait 40 ans que je fais de la muscu, ça fait 40 ans que j'ai l'impression de stagner. Donc, c'est, j'ai jamais vu un mec qui m'a dit, putain, qu'est-ce que progresse vachement trop vite en ce moment, quoi. Ouais, mais d'un Le côté, fait que tu te vois, ouais, mais tu te vois tous les jours, même si tu prends 1 centimètre de bras en un mois, pour le voir visuellement comme ça, c'est vraiment par accident, du genre tu remets un vieux t-shirt, t'étais, il était trop grand, et puis tout d'un coup tu te dis tiens, et encore tu t'interroges pour savoir si c'est parce que il a pas rétréci à la machine, mais tu vois, c'est des trucs comme ça, mais c'est rare de se voir progresser. C'est les autres qui, tu vois, le mec qui t'a pas vu depuis un mois, il se dit putain, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais de se voir progresser, c'est un sport qui est très très dur. Tu vois, un sprinter, il regarde au chrono, et ça pardonne pas. Il voit s'il a progressé tout de suite. Nous, visuellement, il faut être fort pour se voir progresser, sauf à être en méga cure de testo, quoi. ou alors faudrait prendre les mesures des photos, tout ça, et Ouais, à intervalles réguliers, quoi. l'éclairage n'est pas toujours le même. Enfin, la stagnation. De toute manière, je te dis, j'ai jamais connu un mec qui m'a dit putain, je progresse trop vite. C'est toujours les mecs, t'as l'impression de pas progresser assez. Donc, ce qu'il faut, c'est persister. C'est ça qui te permettra de progresser. Mais parce que physiologiquement, quand on fait un entraînement, il y aura forcément des réponses. Donc d'un côté, la stagnation en disant il y a vraiment rien qui bouge, physiologiquement, ça peut pas exister du coup. Ben, malheureusement, si, il y a comme on dit, il y a des non-répondeurs et des gens qui répondent bien à l'entraînement, d'autres pas. Pour trouver en plus ce qui te correspond à toi, c'est pas facile. Donc, je te dis, on juge sur des critères qui sont pas très objectifs, comparé à un sprinter, un sauteur, tu vois, il a son centimètre. Parce que mesurer ton tour de bras, c'est quand même assez aléatoire. Ouais. Un sprinter, tu sors le centimètre. Enfin, un sauteur, tu regardes exactement s'il a sauté plus. C'est, c'est pour ça qu'on a des critères. Et puis de la force, pareil. Tu dis, tiens, j'ai pris 10 kilos développé couché, mais
Ça se trouve, tu t'es démerdé surtout pour réduire ton amplitude ou des trucs comme ça, quoi. Comme tu t'habitues au mouvement, c'est plus facile, mais t'as peut-être pas progressé du tout. Donc c'est Mais- possible d'avoir quelqu'un qui s'entraîne et physiologiquement, il n'a pas vraiment de réponse et... Ah bah, ouais, ouais, ouais. Ça, j'en ai vu un paquet, ouais. Ah ouais, Malheureusement, bah, tout le monde n'est pas fait pour devenir bodybuilder. En général, c'est plus le mec il veut devenir bodybuilder, moins il est fait pour. Donc, parce que le mec qui est naturellement musclé, il sera pas enclin à faire du bodybuilding. Le mec qui va se lancer dans le bodybuilding, c'est qu'il a pas trop de muscles à la base. ouais. Et est-ce que tu as des astuces pour savoir si on progresse encore? Bah, de toute manière, l'astuce, je dirais, faut pas réfléchir, parce que si tu commences à réfléchir, à cogiter, etc., tu fonces et tu continues, quoi. Ok. Et est-ce que tu as des... Parce que l'entraînement classique en muscu, c'est par exemple, on fait 4x10 ou 4x12 avec, je sais pas, une 30 de repos. Est-ce que tu penses qu'il faut ajouter de la variété, des techniques d'intensification, tout ça pour essayer de relancer la progression? Bah, ça dépend. Le débutant, c'est assez basique de son entraînement. Après, c'est quand tu as progressé et que tu commences à voir que certaines parties de ton corps réagissent mieux que d'autres, c'est là qu'il faut commencer à s'adapter. Ou sinon, si tu te dis, je m'entraîne, mais ça y est, je me suis niqué les épaules, pareil, c'est là il faut commencer à changer des trucs, quoi. Ouais, Mais un débutant, jusqu'à ce qu'il arrive à ces phases-là, c'est assez basique, donc c'est plus c'est- pour les avancées, quoi. bah ouais, non, mais plus tu vas avancer, plus tu vas rencontrer des obstacles, quoi. Alors, le premier obstacle, il sera peut-être facile à franchir, mais plus tu vas avancer, plus les obstacles seront difficiles à franchir, et c'est là qu'il faut faire preuve de plus d'astuces et puis de déployer plein de techniques différentes pour arriver à surmonter justement ces obstacles. Donc faut s'adapter et voir comment on Hein, au réagit. mieux, de toute manière, il faut s'adapter tout le temps, mais Ouais, ouais. c'est pas toujours facile, hein. Plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Donc en gros, quand on voit sur Internet tout ça, les personnes qui disent telle technique d'intensification, c'est la meilleure, finalement, c'est un peu du pipeau parce que c'est pas adapté à chacun, quoi. Bah, et puis, faut voir si est-ce que le mec, il a que des points forts. Parce que s'il a trouvé la technique magique, ça va marcher pour ses bras, pour ses cuisses, pour ses mollets, pour tout, quoi. Et en général, le mec qui te dit ça, par exemple, il a pas de pec. Alors, tu dis, bah merde, t'as la technique magique, mais ça marche pas sur tes pecs, quoi. Donc c'est ennuyeux. Mm. Et j'avais une question par rapport à la planification de l'entraînement. Est-ce que toi, tu es, pour ou contre le fait de planifier à l'avance sur plusieurs semaines les séances et le nombre de séries, le nombre de reps et les exercices choisis à l'avance? Ou alors, vaut mieux s'adapter un peu au jour parce qu'on n'a pas forcément la même forme tous les jours. Des fois, on va être en forme, on pourra faire plus que ce qui est prévu, ou justement, on sera moins en forme, on pourra faire un peu moins. Comment tu vois un peu la chose, toi? Bah, si t'as pas un jour de compétition, un jour J à respecter, si c'est juste l'entraînement comme ça, je vois pas trop d'intérêt de planification, quoi. Si ce n'est d'avoir un cycle logique, du lourd, du plus léger, du lourd, enfin, sauf pour les débutants, mais du lourd, du plus léger, du lourd, du plus léger, pour pouvoir t'entraîner le plus souvent possible, tout en laissant assez de temps à tes articulations et tes tendons pour récupérer. Et donc, en gros, il faudrait un peu garder quand même la même trame, mais adapter en fonction de sa forme du jour, quoi. Bah oui, de toute façon, Ouais, et ouais, bah, je voulais justement parler de ça, des cycles où on met plus lourd et un peu tout ce qui est tension mécanique et stress métabolique. Toi, tu les mets pas dans la même séance? Tu fais vraiment des séances à part, des cycles à part? ça me paraît plus logique, ouais, pour justement permettre aux articulations, entre autres, de récupérer. Parce que si tu fais lourd, léger dans la même séance, lourd, léger, tes articulations ont plus de mal à récupérer.
Alors que si tu fais un jour lourd, le lendemain pas, la séance suivante plus léger, après lourd, ou même si tu es très jeune, tu peux faire lourd, lourd, un léger, lourd, 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 un léger. Voilà, tu trouves un enchaînement qui te permet de ne pas te flinguer toutes tes articulations assez rapidement, quoi. Ah ouais, il faudrait C'est ce du qui me coup. paraît le plus logique par rapport à ça, par rapport à un objectif qui est de durée, quoi. Ouais. Mais du coup, faudrait pas faire trop longtemps des cycles lourds, quoi. Genre Ah deux, bah trois non, mais le mec semaines. qui fait lourd, 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 lourd tout le temps, il va aller jusqu'au mur, et puis après, il va se dire, bon, moi, je fais du léger, comme ça, mes articulations, elles vont récupérer. Comme raisonnement, il n'y a pas plus con. J'espère que tout le monde le comprend, mais mieux vaut ne pas comment rincer son articulation à fond et puis après espérer qu'elle récupère. Mieux vaut lui laisser à chaque fois le temps de récupérer, Ouais, sachant ouais. que tout ça, c'est des tissus qui récupèrent très lentement. Mais par contre, le muscle, comme il récupère très vite, lui, il a besoin, il y a pas d'obligation, mais si tu veux progresser musculairement, faut que tu t'entraînes le plus souvent possible ton muscle. En fait, la combine, c'est ça, d'entraîner le plus souvent possible ton muscle sans rincer ton articulation, tes tendons, ton fascia, tes ligaments, etc. Et pour Et quand toi, je dis articulation, ça concerne aussi le bas du dos, les lombaires, les cervicales. ouais. Et quand on parle de lourd, parce que quand on dit lourd, ça peut être c'est assez vaste. Toi, lourd, enfin, c'est jusqu'à quel nombre de reps? Parce qu'on peut faire du 6-8 reps avec une charge assez lourde. Ça va jusqu'à où pour toi? 10 reps? 12 reps? Ouais, enfin, le lourd, je ne le mettrais pas en termes de reps, je le mettrais plus en termes de traumatisme d'articulation. C'est toujours, je te dis, si tu veux durer dans le temps, parce que le mec qui s'entraîne depuis 6 mois, c'est rien du tout. Un mec qui s'entraîne depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu finiras par t'apercevoir que c'est pas beaucoup de temps non plus, hein, par rapport à toute une vie d'homme, quoi. Si tu as l'objectif de t'entraîner toute une vie, quoi, sans finir complètement fracassé. Mais ça, la plupart ne se rendent pas compte. Les notions de temps sont très. Et si on parle J'allais de... traiter le sujet, mais c'est un peu philosophique. Et c'est vrai que les études le montrent. C'est quand tu es jeune, tu as l'impression que le temps, enfin, ce qu'on appelle le temps ne passe pas vite. Et puis plus tu vieillis, plus tout ça s'accélère. Ouais, ouais, donc C'est assez bizarre. Mais c'est pas linéaire, la notion de la perception du temps. Ouais. Un débutant, il a l'impression que comme ça passe, il pourra s'entraîner comme ça à 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais un jour, tu vas arriver, tu vas arriver dans le mur et là, pour t'en sortir, c'est pour ça que la plupart des mecs, tous les mecs qui étaient vraiment à fond dans la muscu, euh, pas des baltringues qui un jour ils ont envie de faire muscu, l'autre jour ils font football, etc. Mais tous les mecs que j'ai connus qui étaient hyper sérieux, ce qui les a fait arrêter, c'est une blessure grave, quoi. Ah ouais, C'est ça que j'ai toujours en tête. parce que du coup, ils agençaient un peu mal leur charge, quoi. Bah, Ils, c'est pas bourr- que t'agences pas, c'est ils bourrinaient. si on t'a pas expliqué le problème, tu as l'impression que tu es indestructible et que c'est ce que je dis, il y a toujours une première pour tout. Si tu n'as jamais eu de blessure, tu te dis, bon, bah, j'ai jamais été blessé dans le passé, donc je ne serai jamais blessé dans le futur. Mais l'usure, malheureusement, l'usure et qui se combine avec pas ta longévité, mais le vieillissement, bah, c'est une terreur, hein. Ouais, donc du coup, il y aurait le fait de s'entraîner lourd. Et est-ce que le fait de s'entraîner très explosif, ça use aussi plus rapidement tout le système Ah, ostéo-articulaire? c'est certain que ouais, tous les tendons, les ligaments, etc., le bas du dos, je compte ça comme une articulation, mais c'est vrai que c'est un coup à se niquer plus vite, tu vois. Puis s'arracher surtout. Ouais, c'est clair. J'avais une autre question par rapport aux exercices. Alors, j'avais entendu ça, moi, avec Nassim Saïli, les exercices à forte tension de contraction et d'étirement. Est-ce que ça te parle? Ah ben oui, parce que j'ai écrit dessus
Ça fait quoi, 20, 30 ans que j'en parlais. Si tu veux diviser en deux certains mouvements, quoi. Ouais. Donc, en gros, pour ceux qui savent pas, les exercices à forte tension de contraction, c'est quand le mouvement il est plus dur, quand le muscle il est contracté. Et à Bah, l'inverse, par exemple, du leg curl à la machine, comment oui. allonger, quoi, Ouais, voilà. Et du soulevé de terre, jambes tendues pour l'étirement. Ouais. pour l'étirement, ouais. Et Et est-ce que je peux te dire qu'à l'époque, c'est pas moi qui avais trouvé le titre, mais ils appelaient ça TNT, l'entraînement TNT, mais traumatique, non traumatique, en disant que l'étirement faisait des mouvements plus traumatiques, tu vois. Tu auras beaucoup plus de courbatures en faisant du soulevé de terre jambes tendues que du leg curl. Ce qui ne veut pas dire que le leg curl ne te donnera pas de muscle, mais l'avantage, c'est qu'il est moins dangereux que le soulevé de terre jambes tendues. Mais l'idée, c'est de combiner les deux et pas forcément sur le même entraînement. ah ouais, donc c'est mieux de faire des Ah bah, séances toutes les séparées. combinaisons sont possibles, hein. Ouais. Et ceux qui sont à forte tension d'étirement, ils sont plus efficaces à ce qu'on entend. Bah oui, mais c'est les plus dangereux aussi. Ouais, en C'est général, normal, tu mets beaucoup plus de contraintes sur le muscle et il est à deux doigts entre guillemets, parce que c'est pas le muscle qui s'arrache, mais t'es à deux doigts de tout arracher. Donc, soit t'arraches, soit le bonhomme se renforce. Mais l'un peut arriver avec l'autre, quoi. Tu te renforces, et puis il y a d'autres bouts qui s'arrachent, et puis tout d'un coup, bah, ça s'arrache. ah ouais. Donc c'est pour ça que quand tu fais un truc comme ça, il faut laisser peut-être une ou deux séances pour vraiment récupérer, parce que tous les tissus à base de collagène, ils mettent c'est assez long pour récupérer par rapport au tissu musculaire contractile lui-même, qui lui récupère très très vite. Donc, donc c'est plus logique de faire des exercices à forte tension d'étirement et enfin dans une même séance et alterner avec une séance avec des exercices Ben, à tu forte peux, tension par de exemple, contraction. alors tout est possible, mais tu peux faire ton soulevé de terre jambes tendues, et puis après une séance, euh, comment, leg curl. Ou si tu débutes, tu peux faire une, deux, voire peut-être trois, mais ça me semble beaucoup. Soulevé de terre jambes tendues, un leg curl. Mais plus tu vas gagner en force, plus tu vois, de passer trois soulevés de terre jambes tendues, tu vas passer à deux séances consécutives, après tu vas faire qu'une, quoi. Et puis tu vas même passer à un soulevé de terre jambes tendues, deux leg curls. Parce que plus tu mets lourd, plus tu as la capacité de tout péter, y compris ton dos. Ouais, mais Donc après ça c'est après, de toute manière, les blessures, alors sauf une blessure par accident, tu es au soulevé de terre, il y a un pied qui lâche, ou je sais pas, tu perds ton équilibre, tu t'arraches, bon, ça c'est un accident. Mais la plupart, ce sera des blessures d'usure. L'usure, ça veut dire que tu as usé tu as usé par exemple 18 unités de fascia et tu as récupéré que 9. Donc au fil du temps, le un qui te manque de récupération, c'est ça qui va faire l'usure. Mais si tu veux si tu as bousillé 10 unités de récupération, pour les récupérer les 10 voire 11, il faudra que tu t'attendes plus longtemps. Donc c'est pour ça que tu fais du leg curl une fois, deux fois. C'est la logique du truc, qui et est donc pas la même quand on débute et quand on a un haut niveau. si on fait si on fait par exemple les ischios une seule fois par semaine, bah du coup on aurait une semaine de récup, c'est suffisant. Bah, ça dépend ce que tu fais à côté. Si le mec il fait du squat, tu fais du rowing, tu fais du soulevé de terre classique, etc. Ton dos, il n'aura pas le temps de récupérer. Non, donc c'est difficile de dire. Je Ah dis, ouais. ça dépend vraiment de ce que tu fais à côté. Ok. Mais en temps normal, si on fait rien à côté, en général une semaine Ah, ça fait sans pas beaucoup, hein. solliciter. Ah, c'est pas assez pour toi? Bah, ça me paraît pas beaucoup. C'est pour ça que tu peux passer bah, après, ça dépend de tes objectifs, mais euh, entre une semaine de soulevé de terre, tu peux passer une à deux séances. Tu peux passer une séance normale de leg curl, plus une séance léger de rappel en série très longue.
Donc, toi, je me suis entraîné 3 fois, toi, tu t'es entraîné une fois. Ah ouais, Et sans compromettre mon dos, etc. ok, super intéressant. Est-ce que toi, tu utilises un peu des techniques de récupération pour essayer d'optimiser la récupération musculaire ou au niveau des Bah, la articulations récupération aussi? musculaire, j'allais dire, on s'en fout un peu parce que ce que j'ai dit, enfin, le tissu contractile du muscle, il récupère très très vite. Donc lui, après, ça ne veut pas dire qu'il va grossir beaucoup, mais c'est tous les tissus à base de collagène et le système nerveux qui eux, prennent un temps fou. Ok, ouais, je voulais parler des compléments alimentaires. On aura l'occasion d'y retourner, parler de ça tout à l'heure. Et sur ce qui est, par exemple, le froid. Il y en a beaucoup, beaucoup qui parlent des bains froids, tout ça. C'est intéressant pour toi d'utiliser ce genre de technique? J'ai fait pas mal de vidéos pour si tu fais un fighter qui se prend plein de coups dans la gueule, le froid, ouais, ça peut être intéressant, mais pour un bodybuilder, ça me semble, sauf si tu adores le froid, ça me semble très con. Pour, dans l'optique de récupérer le plus rapidement possible, si tu n'as pas de pathologie, etc., ça me semble très très con. Et même si tu as une pathologie, ça me semble, À cause de je te quoi? dis, ça dépend du sport, mais en bodybuilding, le froid, ça ne m'apparaît pas une. Bah moi, j'avais entendu que ça réduisait les inflammations, alors que les Ah bah inflammations, ça réduit tout, ouais. alors que les inflammations, on en a besoin pour avoir les C'est ça. réponses. En fait, tu bloques la riposte, la riposte du corps. Alors qu'on en a besoin pour induire toutes les réponses qui nous font Bah progresser. ouais. Mhm. Ah ouais, ouais. Et sur les étirements, c'est quoi ton avis là-dessus? Bah, j'ai pas d'avis. Après, si le mec il est raide comme un piquet, peut-être, mais si tu t'entraînes tous les muscles, je vois pas l'intérêt de t'étirer, quoi. Parce que t'es déjà étiré à ce qui, sauf si tu veux devenir contorsionniste, ce qui est pas quand tu t'entraînes lourd, ce qui est pas les mecs en force, c'est rare qu'ils soient très très souples. T'es plus raide que souple. Les étirements, ça aide pas, ça aide pas Ah à la, non, à la récupération, tout ça. bah, tu pourrais. Après, ça dépend de ce qu'on appelle étirement, mais Euh, si je devais consacrer 5 minutes pour la récupération, ce ne serait pas des étirements que je ferais en premier, quoi. Tu vois, des séries longues pour un muscle en congestion, ça me paraît plus intelligent que, quitte à passer 5 minutes sur quelque chose, sur ça, que plutôt que de l'étirement, je te dis, sauf si le mec, il est raide de l'avier, je ne sais pas pourquoi, il est raide comme un piquet, bon, peut-être que. Mais moi, tu vois, les chevilles, j'ai toujours eu, même sans rien faire, c'est normal, j'ai un mollet long. Donc, un mollet long, un tendon court, c'est normal que j'ai une bonne mobilité. Mais à l'époque, on me disait, ouais, faut s'étirer, faut s'étirer. Donc, je m'étirais la cheville. Peut-être que ça te fait gagner des mollets, mais ce qui m'arrivait, c'est que je me tordais le pied tout le temps. Ouais, parce que enfin moi j'ai déjà entendu ça. Je sais pas vraiment si c'est vrai que un muscle étiré, c'est un muscle qui aurait plus la capacité de gagner en hypertrophie, tout ça, ou de Ouais, non, grossir. mais chez les animaux, c'est ça. Sauf que et les animaux, ils leur font pas faire des poids lourds après. Ils étirent le muscle et puis regarde, il s'est hypertrophié, ouais. Comme je te dis, quand plus tu vas te tirer sur le muscle et les tissus, plus ils vont se briser, plus il va y avoir une réponse anabolique, ouais. Mais entre l'étirement bénéfique et puis l'étirement qui devient catastrophique, t'as vite franchi le pas, quoi. Ouais, après, il faut trouver un juste milieu. Et tu parlais des séries longues tout à l'heure. Le but des séries longues en léger pour la récup, c'est amener du sang et amener tout ce qu'il y a besoin pour la récup, c'est ça? Ben, ouais, de favoriser plus largement, de favoriser les échanges de liquides pour rester assez flou sur les liquides en question. Ok. Alors, j'avais une question par rapport au rôle de la mélatonine.
qui est important pour le sommeil, mais aussi pour la récupération nerveuse. Est-ce que, selon toi, il y a une utilité au fait de se supplémenter en mélatonine le soir, notamment par exemple pour les personnes qui ont du mal à s'endormir, tout ça? Bah, après, enfin, si, je sais pourquoi, mais tu vois, la mélatonine pour t'endormir, c'est comme le mec qui te dit ouais, je fais une cure de testo parce que je veux qu'il y ait un peu de poils qui pousse sur ma main, là. Tu te dis, ah, mais il est taré, ce mec. Les effets de la mélatonine sont tellement gigantesques, euh, et nous, on les restreint, enfin, pas nous, mais les débiles les restreignent au fait que ce soit l'hormone qui fasse que le cerveau détecte qu'il fait nuit, quoi. C'est un rôle vraiment très, très secondaire par rapport à tout ce que fait la mélatonine. Et le problème de prendre de la mélatonine, si tu dors bien et que t'en prends et que du coup, tu as défoncé ton sommeil, bah, t'as rien gagné. Et pour Donc, ceux c'est qui pas galèrent prendre à de la dormir. mélatonine, prendre de la mélatonine. Et pour ceux qui galèrent à dormir. Bah, déjà, oui, non, mais au moins, l'avantage, c'est qu'ils défonceront pas leur sommeil. En théorie, ils défonceront pas leur sommeil s'ils ont déjà. Mais il faut déjà essayer de comprendre pourquoi ton sommeil, il est pas bon. Ouais, aller voir le problème de base, quoi. Si c'est les écrans, tout Bah, ça, par exemple. déjà, ouais. Et est-ce que le fait de prendre de la mélatonine en plus, quoi, de manière extérieure, ça peut diminuer les taux de mélatonine de base dans le corps? Un peu comme Bah, fait la testo pour ceux qui prennent une cure en testo. en théorie, on dit plutôt que non. Mais en général, si tu as du mal à dormir, etc., c'est que déjà ton. Et surtout quand tu as un certain âge, c'est que déjà ton taux de mélatonine, il est pas bon. Donc, tu risques pas grand-chose à le diminuer encore plus, quoi. On parle de la mélatonine dans le sang. Ouais, ouais. Donc, a priori, ça diminuerait pas les taux de base. Enfin, ça empêcherait pas le corps d'en synthétiser, quoi. Bah, s'il en synthétise déjà quasiment pas ou très peu, t'as rien à perdre. Mais ce qui est difficile à mesurer, c'est la mélatonine qui est produite dans la journée par les mitochondries et elle qui passe pas dans le sang. Donc ça reste beaucoup plus flou par rapport au rôle de la supplémentation, etc., ou des avantages de la supplémentation par rapport à ça. Ok. Et comment elle agit la mélatonine sur, enfin grosso modo, mais sur la récupération nerveuse? Bah, ça protège je retrouve le nom, mais comment ça s'appelle? Les gaines de myéline, voilà. Ouais. Ça les protège et c'est ça ça aide à la récupération nerveuse, quoi. Ouais, parce qu'en fait, ce qui, ce qui, ce qui fait que on est entre guillemets fatigué nerveusement, ça veut dire que le lendemain d'une séance, par exemple, de développé couché, tu soulèves 30 kilos de moins, c'est que tu as abîmé la gaine de myéline et l'influx nerveux, il est toujours là, c'est toujours le même, mais il est moins efficace à- parce que la gaine de myéline est endommagée. Donc, ça prend un temps fou à récupérer. Euh, le muscle, il a récupéré, le système nerveux, il est bon quasiment à 99%, sauf pour ces gaines de myéline qui sont un peu abîmées. Et donc, bah, tu as une perte de performance qui est considérable pour un dégât qui est minime, quoi. Et c'est Ok, ça qui est très difficile à récupérer. Et d'accord. l'hormone de récupération des gaines de myéline, par excellence, c'est la mélatonine. Donc Et déjà, commencer par bien dormir. ouais, ouais, pour la récupération nerveuse. Ouais. Et la mélatonine, elle a d'autres bénéfices pour, je Ah parle bah là, on y est pour le... encore dans quelques mois. Si on liste tous les bénéfices mais de pour la mélatonine, je pense que c'est la- l'hormone, la master hormone de tout le corps, hein, la mélatonine. mais pour le sport, dans Bah, je la... te dis, oui, non, mais comme si tu n'es pas en bonne santé, enfin, tu n'auras pas de performance sportive. Donc, l'hormone qui te maintient le mieux en bonne santé, c'est elle qui te permettra des meilleures performances. Ouais.
avec la testostérone aussi. Après, c'est différent. Celle-là, elle n'a pas que des effets bénéfiques pour la santé, quoi. C'est ça le problème. Ouais, ouais, ouais. Ok. Euh, je voulais passer maintenant un peu sur les compléments alimentaires. Tout à l'heure, tu parlais du collagène. Est-ce que pour toi, le collagène, c'est un des compléments les plus importants? Bah, pour la plupart des gens, oui. Il y en a, visiblement, ils arrivent à synthétiser tout ce qu'il faut avec trois fois rien, mais la plupart, je pense que non. Donc, ça me paraît, pour les sportifs, ça paraît même le supplément numéro un pour la plupart des sportifs, en tout cas. Et tu en as d'autres que tu considères comme presque indispensables? Bah, pour le côté sport, je sais pas, mais pour le côté santé, on trouve, je crois, le trio vitamine D, magnésium, oméga 3, c'est la base. Et est-ce que, parce que maintenant, dans tout ce qu'on trouve dans les fruits et légumes, tout ça, des fois avec la cuisson ou le fait que les aliments viennent de loin, tout ça, on a quand même une dégradation de tous les nutriments. Est-ce que pour toi, dans l'industrie d'aujourd'hui, on a assez de vitamines, de minéraux, tout ça dans les aliments? Ou alors, il n'y en a pas assez et dans ce cas-là, ce serait presque indispensable de se supplémenter. Bah, de toute façon, la vitamine D, elle vient quasiment pas d'alimentation. Donc, elle est à part. On sait que le magnésium, pareil, pour en trouver, tu peux toujours te lever de bonne heure. Je crois que en France, les gens qui en manquent, c'est 70% de la population. La vitamine D, c'est entre 70 et 80-90%. Et pourtant, ça, c'est en respectant des normes qui sont déjà très basses, quoi. Donc, les normes minimales. Donc, si après, tu élèves la difficulté en donnant des normes optimales, et là, mais je pense que c'est des trucs, pareil, les oméga 3 à moins d'habiter tout près de la mer et de bouffer tout le temps du poisson, ça me paraît difficile d'y arriver. Et dans les huiles végétales? Est-ce que c'est dans l'huile de colza, par exemple, ou Non, l'huile non, d'olive? bah non, 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 faut pas compter sur toutes ces huiles pour avoir des oméga 3 EPA, DHA. Ah ouais? Elles apportent des oméga 3 qui sont importants pour le cœur, etc., mais pas les bonnes. Parce que le corps ne les convertira pas. Et celles dont tu parles, là, on les trouve dans le poisson? Que dans le Ah, poisson? non, enfin, maintenant, ça a élargi. Ils trouvent des espèces de plantes à la mort moelleux qu'en ont. Il y a des trucs synthétiques. Donc, maintenant, je pense qu'il y a vraiment des oméga 3 EPA, DHA végétaux dans des algues, dans des trucs, il y a des machins. Mais ouais, c'est ce qu'on appelle les graisses de poisson. Ok. Et toi, t'en consommes tu Bah, consommes c'est la beaucoup. base, ouais, ouais. Enfin, magnésium, c'est une base pour tout le monde, j'allais dire. Et tout ce qui est multivitamines, multiminéraux, c'est. Parce qu'on entend. Enfin, c'était notamment Jean qui avait fait des critiques sur les différents compléments alimentaires. Et apparemment, du coup, on peut pas. C'est pas forcément de la bonne qualité, quoi, ce qu'on retrouve sur le marché, mis à part certains. Ah bah, ça dépend. C'est la qualité que tu t'achètes. Tu peux pas, a priori, savoir. C'est ce que je dis tout le temps. Est-ce que si tu veux un ordinateur, le top niveau des ordinateurs de gamer, le plus performant et le plus actuel, est-ce que tu vas l'acheter à Carrefour? Je suis même pas sûr qu'ils vendent des ordinateurs. Enfin, si, à Carrefour, et si, 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 si. Ah ouais, bah, ça doit pas être de la grande qualité. Ah non, mais c'est pareil. Les compléments alimentaires, c'est exactement pareil. Mm. Donc, si tu vas les acheter à Carrefour, faut pas t'étonner qu'ils aient des trucs. Et là, tu parlais pas mal du magnésium et de la vitamine D, mais pour les autres minéraux, vitamines, tout ça, tu penses on Bah, peut ça en- dépend ça dépend ce que la personne mange, hein. ouais, ce qu'on trouve dans les commerces, bah, par exemple les fruits et légumes, avec toutes. Bah, pareil, ça veut rien dire. Ça veut rien dire et tout dire. Après, tu as 10 mecs qui vont dire que
ils cultivent eux-mêmes leurs fruits et légumes, etc., dans leur jardin, etc. Donc, tu auras tout. Mais de toute façon, là où il y a zéro recherche, alors que c'est la base j'allais dire, de la médecine, c'est de tous ces nutriments, de combien on en a besoin, comment les avoir, optimiser leurs effets, etc. Il y a quasiment zéro recherche sur les pans les plus importants de la médecine, parce que tu ne pourras pas breveter tes découvertes. Donc, il y a zéro budget là-dessus. Parce qu'en fait, si on, à la limite, si on mange des aliments, enfin, on peut pas tout manger, mais une partie des aliments qui sont locaux, dans ce cas-là, on aurait moins besoin de se supplémenter, Si tu logiquement. habites à Paris, Ouais, non, bah oui, moi je dis ah ouais, ça, non, mais mais c'est pour ça que c'est des trucs, ça paraît une bonne idée, mais ça veut rien dire, quoi. ouais, mais tu vois, moi je suis en Bretagne, on a des. Ah, c'est pas pareil. Ouais, C'est pas pareil d'être en Bretagne et dans la région parisienne, quoi. Donc c'est pour ça que c'est difficile de dire, ok. Donc en gros, ça dépend vraiment de ce que la bah personne ouais, consomme, d'où elle vit, tout ça. bah aussi, puis tu peux, tu peux habiter en Bretagne et bouffer que des pépitos, hein. Oui, ouais, ouais, je pense qu'il y en a, c'est ça. Et pour les compléments un peu plus pour le sport, est-ce que les BCA, c'est utile? Parce qu'il y en a qui disent, enfin moi j'entends que les BCA, c'est utile après le sport ou pendant le sport. Il y en a qui disent que c'est pas utile, c'est une perte de temps, tout ça. T'en penses quoi, toi? Il y a deux critères, c'est plus tu manges de protéines, moins les BCA sont utiles puisqu'ils sont déjà contenus dans tes protéines. Et est-ce que quand tu prends des BCA pendant l'entraînement, est-ce que ça va te booster? Donc si même en mangeant beaucoup de protéines, si tu rajoutes des BCA pendant l'entraînement et que ça te booste, c'est utile, quoi. Si ça te booste pas du tout, que tu manges déjà beaucoup de protéines, c'est pas forcément utile. Ouais, Mais c'est pareil, on peut pas dire c'est utile, c'est inutile, c'est de la vie, il me dit toujours, ah, qu'est-ce que c'est bien les BCA, ça me file la pêche. c'est quoi qui enfin je savais pas ça. Tu peux expliquer un peu comment ça peut donner de l'énergie? Pour parler simplement, on parlait de la mélatonine qui fait piquer du nez plutôt. Euh, Elle a comme base le tryptophane, donc un acide aminé. Et les BCA et le tryptophane sont concurrents pour l'entrée dans le cerveau. Donc quand tu as beaucoup de BCA dans le sang, ils vont rentrer préférentiellement dans le cerveau et ils vont bloquer l'arrivée de tryptophane, et donc tu auras la pêche, en gros. Et quand tu n'as plus beaucoup de BCA et plein de tryptophane, bah, tu es plutôt à somnoler. Mais il y a des gens qui sont réactifs à ça et d'autres pas du tout. C'est un peu comme la caféine. Parce que la Bah, caféine. ouais, enfin, c'est plus naturel que la caféine. Ok. Et la caféine, parce qu'il y en a la caféine, je crois qu'ils sont pas mal, qui réagissent bien et d'autres, ça leur fait Bah, rien. c'est comme dans tout. Enfin, c'est quand même plus rare. Enfin, ça existe. Mais il y a quand même pas beaucoup de gens qui réagissent pas à la caféine. Ok. Bon, pour finir, j'avais deux dernières questions. Toi, tu as eu avec ton expérience, ta pratique et même les salons des fitness, tout ça, tu as eu l'occasion de côtoyer des sportifs, des bodybuilders, tout ça. Est-ce que tu aurais des expériences ou des collaborations, par exemple, qui t'ont marqué et des conseils ou des astuces que tu aurais pu tirer de ces expériences? Bah, je sais pas, comme ça, c'est un peu difficile par rapport à des gens que j'ai rencontrés dans le seul truc où je m'en suis aperçu assez rapidement dans les salons, c'est quand je m'entraînais au VEDER ou à Paris. Donc, on voyait, il y avait beaucoup de monde qui s'entraînait et on se rendait pas compte, comme il y avait toujours des nouveaux arrivants, on se rendait pas compte qu'il y en a qui venaient plus, quoi. Et sur les salons, c'était l'endroit où on rencontrait les mecs qu'on voyait plus en salle, et donc c'était le moyen d'échanger. Et c'est là que je me suis aperçu assez tôt, le premier truc, c'est que les mecs, tu leur dis, mais pourquoi tu viens plus? Pourquoi tu viens plus t'entraîner alors que c'était des mecs hardcore?
et ils vont t'expliquer, bah, je peux plus, j'ai l'épaule complètement flinguée, j'ai tellement mal au dos que je peux plus rien faire. C'est là que je me suis aperçu très tôt que les blessures, mais j'allais dire c'est silencieux parce que les mecs de ta salle, ou c'est pareil sur les forums, sur Internet, comme les anciens sont remplacés par des nouveaux, en fait, tu t'aperçois pas qu'il y a des gens qui disparaissent. Ok, donc en gros, ce que tu as pu en tirer, c'est vraiment la santé, quoi, les blessures, tout ça. Ouais, après, si tu as comme optique de t'entraîner longtemps, c'est là que visuellement, tu pouvais voir, c'était pas juste, tu vois, vaguement, bon, on peut se faire mal au dos, etc. C'était vraiment des cas concrets de mecs qui avaient des blessures assez graves et qui, du coup, ont dû arrêter la muscu. Ok. Et t'as pas des collaborations, tu t'es déjà entraîné avec d'autres bodybuilders? Bah, surtout au VDR, mais j'ai jamais été fan de m'entraîner avec quelqu'un, quoi. Comme j'aime bien avoir mon propre rythme, tu vois, j'aime pas Hmm. être trop contraint par le rythme de quelqu'un d'autre. Ok. Donc t'as pas vraiment eu des collaborations avec un autre sportif qui t'a marqué Bah, pas ou... sûrement, mais pas que comme ça, ça me vient pas. En 40 ans, j'ai eu le temps d'en oublier des choses. Des fois, il y a des gens qui, quand savent plus sur moi que je me suis entraîné avec un mec, et des fois, il me ressort des trucs et j'avais complètement oublié ce qu'il me raconte, quoi. Ok. Et toi, Donc, t'as le temps d'oublier pas mal de trucs. ouais. Et toi, t'as jamais entraîné d'autres personnes en tant que Ça m'a coach, toujours fait entraîneur? chier, ça. Ouais. Ça m'a toujours fait chier. Tu préfères partager des conseils, des astuces, tout ça, Ouais, quoi. ouais, non, mais parce que quand tu as un niveau qui est là et puis t'es pas forcément avec le mec, tu vois, le mec, il est là, c'est pas le même niveau que toi, donc t'as l'impression que c'est un branleur, quoi. Ok. Donc t'es Et, pas euh, motivé pour donner. et j'avais une petite dernière question pour finir. Est-ce que tu as des principes, que ce soit dans l'entraînement ou dans la vie de tous les jours, des astuces ou des conseils que tu as pu mettre en place chez toi, où tu as vu vraiment une différence et qui t'a aidé à optimiser ta progression? Ça peut être l'hygiène de vie, l'entraînement, des habitudes, des choses comme ça. Bah, enfin, moi, le truc que je dirais, c'est, il y a un truc à la mode qui dit comment, c'est quoi, c'est 20% des efforts donnent 80% des gains, Ouais, etc. Je sais pas, je sais plus c'est la loi de Pareto. le truc. C'est ouais, non, mais c'est un truc de branleur, ça. En général, les mecs qui te donnent le conseil, ils ont appliqué la méthode inverse et ils disent ça pour t'enculer, quoi. Et on a vu ça dans l'enseignement, c'était typique qu'il fallait pas donner de travail aux gosses, qu'il fallait y aller mollo, fallait pas les noter, etc. Et tous les ministres qui ont fait ça, tu t'aperçois qu'ils mettaient leurs gosses dans le privé, dans les écoles où ça castagnait dur pour tu vois, pour les faire bosser à fond. Donc, mais en général, les gens qui te donnent ce conseil-là, ils appliquent la méthode inverse. Non, moi, je sais pas si tu as vu un film qui s'appelle Every Given Sunday, qui devait Non, s'appeler Tous les dimanches, mais de toute manière, n'importe qui peut trouver cet extrait. C'est un truc sur le football américain avec Al Pacino, où il est entraîneur de foot. ok. Et il donne ce fameux discours dans le, tu vois, je crois que l'équipe est perd, et à la mi-temps, euh, il- lui, si l'équipe perd, il perd sa place, et puis bon, bah, l'équipe, elle est éliminée s'il perd. Et donc là, il fait un discours euh, qui est beaucoup plus valable, je trouve, dans la vie. Et vous regardez Al Pacino qu'est-ce qu'il y a? Peut-être American Football, Al Pacino, ça se trouve, ça sort. Il y a ce discours, alors vous l'allez le trouver en français ou en anglais. Évidemment, un grand rôle pour lui, c'était presque le rôle de sa carrière avec l'autre où il est le nez plein de coke. Il dit, en fait, faut aller chercher chaque centimètre, faut se battre pour chaque centimètre. Et c'est quand on a ajouté tous ces centimètres, c'est ça qui fait la différence entre la défaite et la victoire. Donc, faut,
pour moi, c'est le contraire de cette loi de Pareto, justement. Il faut se battre pour chaque centimètre, voire chaque millimètre. Donc en gros, faut se donner à fond tout le temps, quoi. Faut pas. Ouais, enfin, se donner à fond Attends. intelligemment, j'allais dire, mais Ouais, faut pas y aller comme un con, comme on l'a dit, avec des maxis tout le temps. C'est pas ça. Mais il faut pas. L'histoire de 80-20%, je peux te dire que ça va t'amener dans le mur. C'est des trucs de branleurs. Il y a que des branleurs qui peuvent être attirés par ce genre de raisonnement. faut être à 100%, mais trouver un équilibre, Ben quoi. ouais, ouais. Je te dis, écouter ce discours, faudrait. Est-ce que je le trouve comme ça sur. Alors, Al Pacino, on va taper Al Pat. Je sais même pas comment ça s'écrit. C'est pas non plus. Pacino, American Football. Je mettrai le lien du film dans la description du Speech, ah bah, tu podcast. vois, il y était, voilà, bah, c'est ça. Any Given Sunday, le speech, tu vois, il fait 4 minutes 30. L'enfer du dimanche, ça s'appelle l'enfer du dimanche. Est-ce qu'on va être censuré si je le mets? J'en sais rien, je connais pas les lois. Ah Ouais, merde, pourquoi il m'a changé le. ouais, Ah voilà, c'est ça. Attends, on va essayer de en mettre un petit bout. vas-y. Ouais, je vais me faire sauter le podcast. Ah ouais? Bon, on n'entend rien là. Ah bon? Ah Non? merde, je suis au maximum. Attends. Ah merde. Ah non, 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 j'entends rien là. Ah bon, bah tant pis alors. Oui, bon, tant pis alors si on n'entend rien. Mais enfin, tu tapes l'enfer du dimanche. Là, je vois, il y a un mec qui s'appelle Don 10. Enfin, l'enfer du dimanche, c'est le titre français pour l'avoir en français. Tu vois, Ok. discours d'avant-match d'Al Pacino dans le dernier match du film. Et donc, c'est là qu'il explique qu'il faut se battre pour. On est en enfer et il faut se battre pour chaque centimètre. Remarque, ça se trouve, je peux le mettre. Ça finirait bien le podcast. Attends, je peux le mettre sur mon enceinte, ça se trouve. Ah ouais, j'espère qu'il n'y aura pas des droits d'auteur. Tant pis, tu couperas le bout. Attends. Ouais, au pire, je couperai le bout, ouais. Donc pour finir sur un mot de la fin, faut se battre pour ce qu'on se veut à 100%, mais intelligemment, quoi. Si c'est pas ça ta philosophie, et si c'est 80-20, tu compareras la philosophie 80-20 avec son discours. Ok. Bon, bah, Et ça tu fait. verras si tu es un branleur ou un bon à rien. Mais en général, les gens qui te parlent du 80-20, c'est qu'ils ont mis en place ce que Al Pacino dit, et c'est juste pour baiser les autres qui. Bah, écoute, si tu as un dernier mot de la fin pour clôturer ce Non, podcast. non. Bonne journée à tous ceux qui ont contenu jusque-là. Ouais, bonne journée à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, pour les réponses que tu as pu apporter et bah, pour ton expérience aussi et les petites astuces que tu as pu mettre en avant. Ben, merci à toi. De rien. Bon, bah, à la Salut. prochaine, Michael, et Ouais, bien, bonne soirée. salut. Salut! J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à laisser une évaluation au podcast. Vous pouvez retrouver Michael Gundil sur les réseaux avec les informations en description. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.